52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. Avec nos invités, le 26 août prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes. Dans cette émission que vous propose la rédaction de Gabon 24, nous recevons différentes personnalités, toutes candidates à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Pour ce jour, c'est le docteur Mike Djoktan qui a accepté notre invitation. Bienvenue dans les studios de Gabon 24. Docteur ou président, c'est selon, puisque vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle. Merci. Très heureux d'être là. Avec moi, pour cette émission, il y a Dimitri Abourneur de la rédaction de Gabon 24. Dimitri Abourneur, peut-être avec le docteur Mike Djoktan, aborder la question de son parcours politique, pourquoi pas. Justement, docteur, est-ce que vous pouvez nous brosser un tout petit peu votre parcours? Je suis Mike Djoktan, j'ai 51 ans aujourd'hui. À la base, je suis clergé. Je suis le premier évêque des milieux protestants au Gabon, consacré en 2003. J'ai occupé quelques fonctions administratives, politiques, puisque j'ai été conseiller personnel du président Omar Bongo, puis directeur de cabinet adjoint. En 2009, j'ai rejoint l'équipe d'André Baobab. J'ai été son directeur de campagne, membre fondateur de l'Union nationale. J'en suis devenu un des vice-présidents en 2016. 2017, le 4 mai précisément, j'ai démissionné. 2019, j'ai créé le Gabon Nouveau. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Comment définissez-vous aujourd'hui, docteur, le paysage politique gabonais? Aujourd'hui, il y a, par le fait de la loi, l'opposition, la majorité. La majorité est assez clairement définie. C'est l'opposition que l'on ne définit pas très bien. Les contours ne sont pas clairs parce qu'il y a une opposition au pouvoir et une opposition du pouvoir. Je me définis comme un membre de l'opposition au pouvoir. Alors vous êtes indépendant, candidat indépendant à cette élection présidentielle? Oui, je suis candidat indépendant par le fait de Lambert Noël Mata, par le fait du ministère de l'Intérieur. Vous savez, j'ai déposé un dossier en bonne et due forme avec près de 10 000 adhésions. Et près de 6 mois après, je n'ai pas un seul document du ministère de l'Intérieur. Mais par contre, on a vu ces dernières semaines des gens qui, en démissionnant d'un parti, quelques heures après, quelques heures après, ont bénéficié des largesses, des faveurs du ministère de l'Intérieur, qui en réalité aujourd'hui n'est pas un ministère républicain, mais c'est une officine du parti. Mais je le dis et je l'assume. D'accord. Docteur, comment expliquez-vous que la plupart des acteurs politiques qui se retrouvent dans l'opposition sont ceux-là même qui, hier, étaient avec le régime et qui se retrouvent dans l'opposition au régime qu'il décrit aujourd'hui? Mais je vais me déranger, mais je vais me déranger de vous dire que vous faites des affirmations que vous ne pouvez pas véritablement démontrer. Il y a une grande partie de Gabonais aujourd'hui qui sont dans l'opposition, qui n'ont jamais été avec le pouvoir en place. Il ne faudrait pas influencer l'opinion nationale avec des déclarations comme celle-ci, qui sont souvent très loin de la vérité. Maintenant, oui, moi, Mike Djoktan, je n'ai jamais été membre du PDG. J'ai été nommé à des fonctions que j'ai occupées en toute probité, en toute honnêteté, mais je n'ai jamais été membre du PDG, je ne le suis pas aujourd'hui, je ne le serai jamais. D'accord. Docteur, on va y aller au pas de course. Vous avez un projet de société de façon ramassée. Peut-on aborder la question politique même de ce projet de société en parlant justement du paysage politique gabonais? Qu'est-ce qu'il prévoit après 2023? Dans mon projet de société, il y a 3 piliers. D'accord. Le premier pilier, c'est la transformation de la gouvernance. Dans le cadre de la transformation de la gouvernance, il y a des principes forts que j'ai présentés aux Gabonais. Le premier, c'est celui de la limitation des mandats, de tous les mandats.
limiter leur nombre. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut avoir un président de la République à vie. Mike Jokta, nos affaires, ce ne sera plus jamais possible dans notre pays que quelqu'un s'installe et s'éternise pour mourir au pouvoir. Limitation des mandats. Non-cumul des mandats. Parce qu'aujourd'hui, je considère que le taux de chômage étant très élevé, il est anormal qu'une seule personne puisse occuper 3, 4, 5, 6 fonctions. Il n'y aura plus, dans mon magistère, il n'y aura plus de Gabonais qui soient en même temps ministre, président de conseil d'administration, député, maire, etc. Sauf que ça n'existe pas au Gabon en 2023. Sauf si vous avez des exemples. Hein. Qu'est-ce qui n'existe pas au Gabon? Le cumul de fonctions auquel vous faites allusion. Sauf si ça n'existe plus au Gabon, Monsieur le Président. Non, sauf si vous avez des exemples. Je pense que vous vous trompez. Okay. Aujourd'hui, au Gabon, il y a encore des cumuls de mandats. Il y a encore des personnes... Non, mais c'est pas à moi de vous donner des noms. Okay. Mais il y a encore aujourd'hui la pratique des cumuls de mandats. Et quand moi, je serai président, je mettrai fin à cela. Toujours dans la transformation de la gouvernance, il est question de briser ce que j'appelle la chaîne de corruption. La chaîne de corruption au Gabon, elle est beaucoup trop longue. Je vous donne 2 exemples qui sont importants. Le kilomètre de route, en moyenne en Afrique, c'est 150 millions. Dans un pays comme le Cameroun, qui n'est pas très loin, c'est 205 millions de francs CFA le kilomètre de route. On a découvert au Gabon que pour partir du PK5 au PK12, 1 kilomètre de route fait à peu près 10 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on appelle la chaîne de corruption. J'entends briser cette chaîne. Récemment, Ali Bongo, le président Ali Bongo, a demandé à la task force sur la dette de faire un audit de la dette intérieure. 370 milliards de dette intérieure. 70% de ces 370 milliards surfacturation ou éléphant blanc. 271 milliards de dettes indues. Nous allons briser cette chaîne de corruption. Alors, je vois la question qui va venir juste après. Comment est-ce que vous allez le faire? Mais déjà, il faut que le système de répression des crimes économiques, que ce système soit renforcé. Il faut que les peines soient augmentées, soient alourdies. Et puis, il faut que la Cour des comptes et la commission de lutte contre l'enrichissement illicite fassent effectivement leur travail et qu'elles soient tenues, lorsque l'on constate des irrégularités, qu'elles soient tenues d'ester en justice. Depuis 2003 que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite existe, elle a traduit combien de personnes en justice pour les malversations connues. Donc voilà. En ce qui concerne la transformation de la gouvernance, j'ai donné quelques idées. Déjà, ce que nous voulons, c'est que il y ait une vraie séparation des pouvoirs, que la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire ou sur le législatif, que cette mainmise soit levée. Bon. On m'a posé la question, par exemple, de ce que je pense de la Cour constitutionnelle. Je pense que la Cour constitutionnelle doit être totalement dépolitisée. Et que pour dépolitiser la Cour constitutionnelle, il faut déjà changer le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les membres sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat. C'est normal que ces personnes, quel que soit le genre de vie dont elles proviennent, que ces personnes, parce qu'elles sont nommées par des politiques, qu'elles ne fassent que de la politique. Il faut que la Cour constitutionnelle soit composée de personnes à la moralité avérée, mais choisies parce que effectivement on reconnaît leur capacité à faire preuve de neutralité. Ensuite, il faut que la durée des mandats soit raccourcie pour qu'ils ne prennent pas des habitudes qui les emmènent finalement à être des personnes, des personnalités corrompues. On sera toujours dans le cadre de nomination, on sera toujours dans le cadre de nomination ou d'une élection. En fait, il faut changer le mode de désignation. Effectivement,
des élections, notamment pour la personnalité première, donc le président de l'institution, ce serait utile. Donc un mélange de nomination et d'élection. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le mode de désignation doit être modifié. Alors là, ce sont des réformes après le 26 août prochain, si vous êtes élu président de la République. Quand je serai élu président de la République. Quand vous serez élu président de la République, docteur. Oui. Alors, moi, je souhaite que l'on aborde davantage les questions liées à votre projet de société. Soyons plus pratiques. Aujourd'hui, on sait que le développement passe par la route. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le Gabon, combien de kilomètres de route pensez-vous être capable de construire en 5 années? Alors, j'ai expliqué que mon projet, c'est 3 piliers. Transformation de la gouvernance, transformation de l'économie. Dans le cadre, effectivement, de la transformation de l'économie, je fais des infrastructures ma priorité. À l'intérieur des infrastructures, il y a la route. Ouais. Pour que tout le Gabon soit relié, c'est 10 000 kilomètres de route linéaire. Aujourd'hui, nous sommes à 2 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 60 ans, ces gens-là ont construit 18 kilomètres de route par an. Mike Joktan, président, je promets de faire un minimum de 500 kilomètres de route chaque année. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement dans notre pays. Et avec quels moyens? Sans la route. Mais il y a des modèles économiques qui ont fonctionné dans d'autres pays. D'abord, le Gabon a des fonds propres. D'accord. Qui sont importants. Okay? On prendra un peu à l'intérieur de ces fonds propres. Aujourd'hui, je considère que le budget de l'État, le budget annuel, il est déséquilibré. 171 milliards, par exemple, pour le ministère de la Défense. Je pense que c'est trop, qu'on peut rééquilibrer cela. C'est-à-dire, on peut prendre un peu là pour affecter ailleurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des prêts concessionnels qui sont accordés à l'international sur la base des ressources que nous avons. Le Gabon est un pays riche, nous avons de l'or, nous avons du pétrole d'abord, nous avons du manganèse, nous avons notre forêt, là je cite dans l'or de l'importance de nos richesses. Mais après, il y a tellement de choses qui sont dans notre sous-sol qui ne sont pas encore exploitées. Vous savez que le Gabon a l'une des plus grandes réserves mondiales de nobium. Le Gabon a une très grande réserve mondiale d'uranium. Il y a de l'or, il y a des diamants. Donc, sur la base de ces richesses, nous pouvons obtenir des prêts à l'international pour financer les projets que nous avons. Et puis, dernièrement, ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, des PPP, notamment avec plus loin la mise en place de péages. Il y a des opérateurs extérieurs qui peuvent venir nous aider à construire les routes, et puis des vraies routes, des autoroutes, pour dire les choses ainsi. Et ensuite, on mettra des péages pour que, à l'usage, les gens payent l'utilisation de la route. Ça permettra effectivement que nous ayons des routes qui soient bien construites. Ça permettra que nous ayons la garantie qu'elles seront constamment, correctement entretenues. Et puis, naturellement, que la richesse nationale puisse augmenter un tout petit peu parce que les gens paieront alors qu'ils rouleront sur ces autoroutes. Monsieur le Président, on fait souvent le reproche aux pays du Sud d'être très riches en termes de matières premières. Vous venez encore de citer certaines matières premières dont regorge notre sous-sol. Est-ce que les prêts que vous comptez faire à l'international sans un véritable plan, si jamais vous y avez pensé, à un plan de transformation de nos matières premières pour accroître de la valeur ajoutée, est-ce que cela ne posera pas problème à la longue dans votre projet de construire 500 km de route par an? Alors, c'est très bien que vous me posiez la question parce que j'ai indiqué que le deuxième pilier de mon projet, c'est la transformation de l'économie. La transformation de l'économie passe par le fait de changer le modèle qui est le nôtre. Aujourd'hui, nous avons une économie de cueillette. Nous exploitons le pétrole, nous le vendons. Nous exploitons le manganèse, nous le vendons à l'état brut. Aujourd'hui, ce que je propose aux Gabonais, c'est que nous transformions systématiquement nos richesses localement. Deux objectifs, augmenter la valeur ajoutée
qui va rester chez nous. Et deuxièmement, donner du travail aux Gabonais ici. Alors, je vais prendre un exemple. Et je pense que tout le monde pourra comprendre. Lorsque Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, une des premières mesures qu'il a annoncées, c'est que dorénavant, on n'exporterait plus les grumes. Qu'on ne les exporterait plus, mais qu'on devrait les transformer localement. Lorsque cette décision a été prise, il y a des entreprises à l'extérieur qui ont fermé, qui ont dû mettre au chômage leurs employés. La conséquence de ça, c'est que on a donné donc du travail à des Gabonais ici pour transformer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui au Gabon, nous sommes uniquement, en ce qui concerne le bois, nous sommes uniquement au stade de transformation 1. Il faut qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend? On vend plus les grumes, mais on vend du contreplaqué, on vend du plaquage, on vend du bois scié. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive ici au Gabon à vendre des meubles de haut niveau qui pourront être exportés pour aller à Dubaï, pour aller aux États-Unis, etc. C'est ça qui permettra que la valeur ajoutée reste ici. Donc, ce que je dis, c'est que je vais changer le modèle économique. Même en ce qui concerne, par exemple, le pétrole. Est-ce que ça ne vous surprend pas de savoir que le pétrole que vous mettez dans vos voitures, le carburant que vous mettez dans vos voitures, vient du Togo? Le Gabon est producteur de pétrole. Le Togo ne l'est pas. Mais c'est le Togo qui nous vend le carburant que nous mettons dans nos véhicules. Donc, que faisons-nous de notre pétrole? Le Gabon exporte le pétrole brut. Et le pétrole que nous raffinons à Sogara n'est pas suffisant pour couvrir le besoin local. Mike Joktan, président, on va commencer à transformer le pétrole sur place. C'est clair que quand on est un pays producteur du pétrole, a priori, on est un pays riche parce que le pétrole se vend très cher. Mais imaginez ce que le Gabon gagnerait si on ne vendait pas le pétrole brut, mais qu'on le transformait localement. Alors, je vois la question qui va venir après. Que faites-vous des partenaires que nous avons, des partenaires historiques que nous avons jusqu'à maintenant? Mais on utilisera les mêmes partenaires pour faire la transformation sur le plan local. Et la valeur ajoutée dont ils ont besoin, ils viendront la chercher ici parce qu'ils seront nos partenaires. Par exemple, si nous voulons créer une raffinerie extrêmement moderne, nous n'avons pas les capacités en tant que Gabon de créer une raffinerie qui réponde à tous les critères de modernité actuels. Donc, on sera obligé, pour les besoins de transfert de technologie, de s'appuyer sur les partenaires que nous avons. Ils viendront nous aider, nous travaillerons ensemble, et naturellement, les Gabonais travailleront sur le terrain, et puis on partagera la valeur ajoutée. Alors, sauf que ce que nous aurons à partager sera beaucoup plus important que ce que nous partageons aujourd'hui. Monsieur le Président, gouverner, c'est prévoir. Attendez-vous d'être élu président pour pouvoir avoir justement des partenaires qui aideront le Gabon à construire, par exemple, des usines de transformation de ces produits localement, ou alors c'est une vue de l'esprit? Vous dites des choses, des propositions. Entre-temps, nous savons qu'en 5 années, il vous sera difficile de pouvoir réaliser tout cela. Écoutez, vous savez, l'engagement qui est le mien, d'accord, c'est de savoir ce que je veux pour mon pays et pour moi. Je sais ce que je veux pour mon pays. Après, c'est la mise en œuvre. Avez-vous déjà des partenaires avec qui vous êtes en discussion, par exemple? Vous attendez d'être élu président pour le faire? La mise en œuvre se fait graduellement dans le temps. Ce qui est clair, c'est que le mandat est de 5 ans. Dans les prochains jours, je rendrai public mon programme économique sur les 5 ans. Donc avec les partenaires déjà identifiés? Je dirais précisément ce que je compte faire sur les 5 ans. Oui. Moi, Mike Joktan, depuis les 4 dernières années, j'ai visité plus de 30 pays. D'accord. Donc, j'ai rencontré les partenaires, et les partenaires politiques, et les partenaires économiques qui peuvent accompagner le Gabon dans sa démarche de développement. Alors, on a vu, Monsieur le Président. Donc, vous me posez la question, c'est important que je... On va y aller au pas de course en même temps, Monsieur le Président. On a vu que le Gabon a évolué sur le plan diplomatique en se tournant un peu plus vers d'autres nations que la France, en matière d'échanges sur le plan économique. Quelles seraient, pour vous,
si vous êtes élu président de la République, l'ambition qui serait la vôtre? Aller toujours un peu plus vers d'autres États en tournant le dos à la France, ou alors vous resterez justement en tenant compte de certaines lois, parfois qualifiées de lois non écrites? Non, mais moi, je fonctionne sur la base de principes. Quand je suis élu, je ne suis pas élu pour les Chinois, je ne suis pas élu pour les Américains ou pour les Français. D'accord. Je suis élu d'abord pour les Gabonais. Donc, c'est l'intérêt des Gabonais qui prime. Okay? Et donc, chacun les partenariats qui seront mis en place tiendront compte des intérêts des Gabonais. Moi, je n'ai pas de préférence de l'un par rapport à l'autre. Ma préférence, c'est le Gabon. Maintenant, si la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que je compte faire de la France? Parce que effectivement, heureusement, vous avez compris la question. Parce que effectivement, il y a actuellement en Afrique et peut-être aussi au Gabon un sentiment anti-français qui est grandissant. Si vous me demandez est-ce que j'ai un sentiment anti-français, moi je n'en ai pas. Mais je dis simplement que dans la gestion des contrats futurs, j'ai été élu par les Gabonais, c'est l'intérêt des Gabonais d'abord qui primera. La France si ce que les Français... La France restera un partenaire privilégié, Monsieur le Président? Mais la France ne peut pas ne pas être un partenaire privilégié parce que nous avons une relation historique, parce que la langue que nous utilisons pour communiquer même entre nous, Gabonais, c'est le français. Donc la France restera un partenaire privilégié. Mais sauf que, et je l'ai dit, j'ai rencontré les autorités françaises à plusieurs reprises, je leur ai dit que la nature des relations doit être revisitée de façon à ce que tout le monde gagne. Monsieur le Président, c'est cette stratégie finalement de transformation de l'économie qui vous permettra également de lutter contre le chômage? Oui, absolument. En fait, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la transformation de l'économie conduit à la transformation sociale. Parce que mon objectif, in fine, c'est d'éradiquer la pauvreté, d'éradiquer l'extrême pauvreté. Vous savez que un tiers des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 95 000 familles vivent avec moins de $1, donc 600 francs CFA par jour. Il faut éradiquer l'extrême pauvreté. Mais pour éradiquer l'extrême pauvreté, il faut la transformation de l'économie parce qu'il faut que l'État puisse disposer de moyens pour pouvoir faire le social. Donc oui, la transformation de l'économie va nous conduire effectivement vers la réduction du chômage. D'ailleurs, quand je parle de la transformation de l'économie, j'ai parlé du changement du modèle. Mais il faut aller plus loin. Il faut diversifier l'économie. Alors, je sais que le mot diversifier l'économie, on l'entend depuis longtemps. Mais un des domaines dans lesquels on doit aller inéluctablement, c'est l'agriculture. Le Gabon doit donner à manger aux Gabonais. 4% de ce que nous mangeons, nous le produisons localement. 96%, nous importons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que on me pose la question dans la rue, pourquoi est-ce que manger au Gabon coûte aussi cher? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, avec 200 francs, vous achetez un tas de bananes. Ici, le même tas de bananes vous coûte 2000 francs. Mais voilà, parce que effectivement, la banane que nous mangeons ici, nous la produisons pas. Nous la faisons venir. Nous la faisons venir d'ailleurs. Et bon, oui. Et comment comptez-vous faire justement pour ramener les Gabonais à l'agriculture, par exemple? On a écouté ce concept, ce projet de société, le retour à la terre, par exemple, qui a été initié par les gouvernants actuels. Mais vous, qu'allez-vous faire? Quels sont les mécanismes que vous mettrez en place? Il faut plus que des discours. Il faut des actes concrets. Aujourd'hui, les experts africains disent que pour que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire, il faut consacrer, le Gabon, 10% de son budget annuel à l'agriculture. Aujourd'hui, le Gabon consacre 0,9% de son budget à l'agriculture. En 2022, c'était 23 milliards. Vous mettez 23 milliards pour l'agriculture en face de 171 milliards pour la défense. Vous mettez combien pour l'agriculture, monsieur le Président? 10%. Ça veut dire que Mike Joktan, président, on mettra un minimum de 200 milliards
250 milliards sur l'agriculture. Et D'accord. Et nous allons aborder justement la question des mécanismes. Et quand on parle de mettre 250 milliards sur l'agriculture, parce que laissez-moi dire ça aux Gabonais, il faut qu'ils comprennent. D'accord. Je vais vous laisser le dire, Monsieur le Président, en deuxième partie de cette émission. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Quand on parle de mettre l'émission. 250 milliards dans l'agriculture, Oui. ce n'est pas seulement 250 milliards dans le fait de planter et de récolter. D'accord. On plante, on récolte, on transforme. D'accord. Donc, l'agriculture et puis ensuite l'agro-industrie. Merci, docteur. Et tout cela avec un système de formation. Parce que si les Gabonais ne vont pas vers l'agriculture, c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Il faut qu'ils Merci, soient formés docteur. et Merci. qu'ils développent ces compétences. Merci, docteur. Merci à vous également de rester de nôtres sur Gabon 24 parce que, docteur, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette émission avec nos téléspectateurs. Je rappelle, l'émission 52 minutes pour convaincre vous donne la possibilité de revoir avec nos invités le contenu de leur projet de société, savoir qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils présentent aux Gabonais pour que ces derniers ont la possibilité de faire un choix justifié au soir du 26 août prochain. On se retrouve dans une poignée de secondes seulement. Deuxième partie de cette émission 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec notre invité, le docteur Mike Diopten, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Docteur, merci de rester des nôtres justement dans cette émission pour revenir sur la question, par exemple, de la formation en matière d'agriculture, nous apporter des éléments pratiques peut-être. Oui, je disais que les experts africains disent qu'il faut, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, que l'État consente à investir 10% de son budget annuel sur l'agriculture. Donc, 10%, ça correspond à peu près à 240 milliards de francs CFA. Je disais, ces 240 milliards, on va les investir comment? On va les investir déjà pour que l'on puisse semer, que l'on puisse récolter, par le canal, notamment de coopératives. En fait, il y a des systèmes, des modèles que l'on met en place qui permettent aux populations villageoises d'être intégrées dans le système agricole. Ensuite, effectivement, après semer, récolter, on va jusque vers l'agro-industrie parce qu'il faut transformer les produits de façon à ce que, après avoir consommé localement, que nous puissions aussi exporter, et donc créer de la valeur ajoutée, mais sur la base de l'agriculture. Et puis, naturellement, il faut former donc la mise en place d'un système éducatif court, moyen et long, pour permettre qu'un maximum de Gabonais puissent être formés au métier de l'agriculture. Et donc, le budget qui sera dégagé ira dans cette direction que je viens de décliner. Monsieur le Président, vous parlez de formation dans le métier de l'agriculture. Ça prendra du temps. Pensez-vous que ce soit possible en 5 ans? Écoutez, en politique, on parle toujours en termes d'objectifs. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire et que les processus s'enclenchent. J'enclencherai ces processus dès la première année de mon mandat présidentiel. Monsieur le Président, gouverner, c'est prévoir. J'insiste davantage. Le projet Graines a existé. On a bien vu que localement, les populations gabonaises connaissent la terre, connaissent l'agriculture. En réalité, il manque justement des mécanismes d'accompagnement qui soient établis sur une longue durée. Mais vous nous parlez de formation. Allez-vous construire des écoles, par exemple? Mais nous parlons de choses qui sont... Nous parlons de systèmes qui sont totalement différents. Moi, je suis venu ici pour parler de mon projet à moi. Mais la façon dont vous me questionnez va m'obliger de parler du bilan de celui qui dirige le Gabon depuis 14 ans. 0,9% du budget de l'État est affecté à l'agriculture. 23 milliards de francs CFA. C'est comme ça depuis 14 ans. Que voulez-vous faire avec 23 milliards? Ce que eux ont dépensé en 14 ans
j'entends le dépenser en 1 an. Allez-vous Donc construire des j'espère que écoles vous pour former comprenez quand même justement, que nous ne docteur, parlons pas de la même chose. allez-vous construire des écoles pour former, puisqu'il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais docteur. absolument. Ça veut dire que dans le projet qui est le mien, j'ai 5 secteurs prioritaires. L'éducation, la santé, les infrastructures, l'eau et l'énergie et l'agriculture. Et dans le domaine de l'éducation, l'une des choses que je dis régulièrement, c'est qu'il y a trop de déperdition dans notre système éducatif. On doit favoriser ce que j'appelle la formation professionnelle pour permettre que, à tout moment, les gens puissent se rattraper aux branches de l'éducation, quelles que soient les situations particulières qu'ils auraient pu vivre. On doit avoir un système éducatif qui permette le court, le moyen et le long terme en termes de formation. On doit pouvoir former certaines personnes en 3 mois, en 6 mois. D'autres, effectivement, peuvent être formés en 10 ou 15 ans. Okay? Il doit y avoir cette volonté politique. En ce qui concerne un pays, ce qui compte d'abord, c'est la volonté politique. Quand la volonté politique existe, ensuite, on trouve les moyens de faire. D'accord. Pour le cas de la santé, par exemple, on sait qu'il y a des infrastructures. Oui, on peut se permettre de le dire, mais parfois il a été évoqué le manque de personnel qualifié, par exemple. Comment comptez-vous résoudre le problème? Je vais vous dire, selon l'OMS, il faut 2,3 médecins à chaque fois qu'il y a 1000 personnes. D'accord. Au Gabon, il y a 0,38 médecins pour 1000 personnes. Donc c'est clair qu'il y a un déficit de personnel médical au Gabon. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Mais il faut que l'État mette une politique qui favorise la filière médicale. Donc quand quelqu'un a un bac D, par exemple, et qui décide de s'engager vers des études médicales, mais il faut par exemple que la bourse soit supérieure. Il faut que, au niveau des bourses des stages, on définisse par exemple que cette année, on va donner plus de bourses pour ceux qui vont dans ce secteur. Ce sont des décisions que l'État peut prendre pour faire en sorte que nous puissions combler le déficit que nous avons en médecins. Maintenant, j'espère que vous comprenez que le problème de la santé chez nous, c'est au-delà des médecins. Nous avons des choix que nous avons faits qui, de mon point de vue, ne sont pas rationnels. Lesquels, monsieur? Par exemple, le fait de vouloir évacuer les Gabonais lorsqu'ils sont malades, de les envoyer se soigner au Maroc, en Tunisie, en France, en Afrique du Sud. Est-ce que ce ne serait pas plus simple que les plateaux techniques qui sont là-bas, qu'on les installe ici pour que ça bénéficie à tout le monde? D'autant plus que vous savez que pour l'obtention de ces évacuations sanitaires, il faut avoir les bras longs. Et que ce n'est pas le fils de la dame de ménage qui a atteint d'une maladie très grave qu'on va envoyer. Encore que ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et je l'assume. Et je suppose que je le dis sur une chaîne qui est publique et que les Gabonais m'entendent. Et les Gabonais savent si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Les dames de ménage dans notre pays, elles savent combien de leurs enfants ont été évacués au Maroc ou en Tunisie lorsqu'ils étaient malades. Vous et moi, nous savons que nous sommes dans une république où les favorisés sont toujours favorisés et les défavorisés sont toujours défavorisés. De laquelle des républiques vous parlez, Monsieur le Président? Je parle du Gabon. D'accord. Monsieur le Président, pour emboîter le pas sur le même domaine de la santé, on sait qu'il y a certaines structures à l'intérieur du pays qui manquent en personnel parfois. Est-ce que vous allez évaluer comme ça des quotas, un nombre précis de personnel soignant que vous allez affecter à l'intérieur du pays? Le problème de la santé au Gabon est un problème majeur. Je vous ai expliqué que dans mes 5 chantiers prioritaires, il y a le chantier de la santé. Tout à l'heure, j'ai indiqué que effectivement, il y a un déficit de personnel médical et que ce déficit, il faut le combler. On ne pourra pas le combler en 1 an. Vous savez que la formation d'un médecin, c'est un minimum de 7 ans. Okay? Mais il faut que la volonté de combler ce déficit soit là. Ensuite, effectivement, il faut revaloriser la fonction médicale. Les médecins au Gabon sont sous-payés.
quand vous comparez le salaire d'un médecin, par exemple, avec le salaire de quelqu'un de même catégorie au ministère des Finances, c'est la nuit et le jour, ou au ministère du Pétrole. Donc, il faut revaloriser le salaire des médecins pour que, effectivement, les gens aient envie d'être médecins et que les médecins aient envie de travailler dans les structures publiques. Aujourd'hui, c'est à peu près, il y a 42%, 48% du système, disons, des établissements de santé sont privés. 52% sont publics. Donc, c'est équilibré. Okay? Mais ça ne devrait pas être équilibré. Il devrait y avoir plus de structures publiques que de structures privées. Il y a beaucoup de structures privées parce que le public ne paye pas bien ses médecins. Donc, moi, je suis pour qu'on revalorise le salaire des médecins. Je disais, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème... Il y a un troisième organisme. On voit le SAMU social qui initie parfois des caravanes itinérantes à l'intérieur du pays pour offrir des prestations sanitaires gratuites. Est-ce que vous êtes pour renforcer ou accompagner cette structure, ou bien vous pensez que les structures privées et publiques suffisent? Non. Écoutez, je peux pas, en homme politique responsable, dire que quand on fait du bien, qu'on doit limiter la capacité que des Gabonais ont à faire du bien à d'autres Gabonais. Donc la structure du SAMU social, je la connais bien, j'en connais son responsable, son directeur général, et je suis admiratif, devant le cœur, devant l'énergie, qu'il met, à venir apporter des solutions aux Gabonais. Mais vous comprenez que le SAMU social ne peut pas être la solution aux problèmes de santé nationale. D'accord. L'État doit créer les conditions pour que les Gabonais puissent être soignés correctement sur place. Ils doivent créer les conditions pour que le coût de la prestation médicale ne soit pas trop élevé. Dans mon projet, je prévois par exemple la gratuité des soins médicaux pour les enfants de 0 à 5 ans. Et puis pour les personnes retraitées. Pour les personnes de 0 à 5 ans, pourquoi? Mais parce que le Gabon est un pays qui est sous-peuplé. Le taux de mortalité infantile, il est à 44, presque 45%. Donc 45 pour 1000. 45 pour 1000. Oui, 45 pour 1000 de taux de mortalité infantile. C'est trop élevé. Donc, gratuité des soins de 0 jusqu'à 5 ans. Parce qu'il faut que nos nouveau-nés vivent. Gratuité des soins pour les retraités, parce qu'effectivement, ils ont travaillé toute leur vie. Normalement, ils ont cotisé. Et ils arrivent à une période où, effectivement, ce sont eux les plus souffrants dans leur corps. Il faut que l'État les accompagne. Surtout que y a un problème avec les pensions retraite, qui sont tellement si peu élevées. Ça, c'est vous qui le dites. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire pour le logement, par exemple? C'est pas moi qui le dis, c'est factuel. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire pour le logement? Ce n'est pas moi qui le dis, parce que les Gabonais nous entendent. C'est factuel. Aujourd'hui, les retraités se plaignent. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire pour le logement? Les retraités se plaignent et sont régulièrement tabassés par les forces de l'ordre lorsqu'ils revendiquent Monsieur le Président, qu'allez-vous faire les pensions qu'on ne leur paye pas et lorsqu'ils se plaignent de la faiblesse des pensions qui leur sont allouées. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire pour le logement? Mais écoutez, les Gabonais sont mal logés. Mais en ce qui concerne le logement, je commence par dire que c'est le boulet de ce régime-là. 5000 logements par an, et je le dis, c'est un minimum. D'accord. 14 ans après, on a détruit des quartiers entiers, et on n'a même pas construit 1000 logements. Et vous, Mike Joktan, président, que faites-vous? Vous savez quel est le déficit en matière de logement pour une ville comme Libreville? 250 000. Il y a un déficit de 250 000 logements à Libreville. Je ne parle pas de l'ensemble du Gabon. Comment on y Je remédie, répète, Monsieur le Président? Pour être entendu, 250 000. Moi, je fais le tour du Gabon. Les Gabonais ne sont pas correctement logés. Les Gabonais vivent dans une indigence qui est indescriptible à cause de la faiblesse du logement. Donc, quand je vous explique
que mon programme économique inclut les infrastructures, mais naturellement, je pense au logement. Okay? Nous devons accompagner les Gabonais pour qu'ils se logent. Alors, il y a plusieurs façons de se loger. Okay? On se loge parce qu'on est en location, on est locataire. On se loge parce qu'on est propriétaire. Okay? L'État doit créer les conditions pour permettre aux Gabonais d'être propriétaires. Alors, donnez-moi le temps de dire ça, s'il vous plaît. Okay? D'être propriétaire. Ça passe, okay, par le fait que même les petits fonctionnaires puissent avoir accès au crédit bancaire. L'État doit créer un fonds de garantie, okay, pour les logements des Gabonais, okay, qui serait positionné dans les banques, okay, qui permettrait aux Gabonais à faible revenu de pouvoir bénéficier de prêts bancaires pour pouvoir acheter, okay, et rembourser, okay, sur 15, 20 ou 30 ans, comme ça se fait dans les autres pays. Monsieur le Président, c'est une très belle initiative. En matière de logement, en termes de coût, en matière de logement, on ne va pas réinventer la roue. Hein. On fait exactement ce qui se fait dans les autres pays et qui a fonctionné. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Combien ça pourrait coûter, Monsieur le Président, disait Dimitri Abonder? Honnêtement, je ne veux pas donner de chiffres, je ne veux pas avancer de chiffres que je n'ai pas en ma possession sur ce sujet. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque Absolument. vous serez président de la République au soir du 26 août, cela fera encore l'objet d'une étude? Non, parce qu'en réalité, ce que nous voulons mettre en place, c'est un système, c'est un cadre, c'est un dispositif. On ne dit pas que c'est l'État qui va construire les maisons pour les Gabonais. Mais on dit que l'État crée les conditions pour que les Gabonais puissent bénéficier d'accompagnement par les institutions financières habilitées pour qu'ils puissent construire. Okay? L'État doit viabiliser les zones, okay? En fait rendre habitables les zones où les gens peuvent venir implanter leur maison. Donc, effectivement, il y a des dépenses, okay, qui sont liées à cela. Mais à ce stade, je ne les ai pas encore chiffrés. D'accord. Dimitri Abonder. Oui. Monsieur le Président, vous avez parlé de 3 grands axes dans votre programme. Vous avez évoqué 2 grands. Quel était le 3e, finalement? Transformation de la gouvernance, transformation de l'économie, transformation sociale. La transformation sociale a pour objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté. Comment ça se fait, Monsieur le Président? Mais il y a 2 façons. Soit on distribue de l'argent, okay, et ça se fait dans les grands pays. Par exemple, lorsque quelqu'un est au chômage, il touche l'allocation chômage. Dans un pays comme le Canada, il y a ce qu'on appelle le bien-être. Okay, ça veut dire que quand on a atteint un certain âge, l'État, okay, bon, toujours une autre façon de distribuer de l'argent, ce sont les allocations familiales. Lorsque une femme accouche d'un enfant, okay, elle perçoit des allocations familiales. C'est la distribution, okay, des richesses du pays, mais qu'on met à disposition de la population. Mais la deuxième méthode, c'est effectivement de réduire le coût d'un certain nombre de prestations. Dans ce contexte-là, par exemple, je dis, en ce qui concerne l'éducation, l'État doit construire des internats. Et tous les Gabonais, et particulièrement ceux de nos villages, okay, doivent pouvoir être amenés dans ces internats aux frais de l'État. L'école doit être cadeau, okay, pour les enfants jusqu'à au moins l'âge de 16 ans. Okay? Donc, en faisant cela, ce sont des prestations sociales, ce n'est pas de l'argent qu'on distribue, mais c'est des services qu'on offre aux populations qui leur permettent de souffler financièrement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous prévoyez mettre en place les 2 méthodes pour ce qui concerne le Gabon? Absolument. Dans mon projet, je prévois, par exemple, rétablir la bourse pour les collégiens et les lycéennes. Moi, je suis un enfant de la bourse. Okay? J'ai fait toutes mes études secondaires avec la bourse de l'État. Les 24 000 qu'on nous donnait à l'époque. Je compte rétablir ça. Je compte rétablir les internats.
Je compte établir la gratuité. Déjà, lorsqu'une femme tombe enceinte, dès qu'elle tombe enceinte, elle doit être prise en charge par l'État. Parce qu'on considère que un bébé gabonais dans le ventre d'une femme, c'est précieux. Donc, dès qu'elle tombe enceinte, elle est prise en charge par l'État. Les visites prénatales doivent être gratuites jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle a accouché, de 0 jusqu'à 5 ans, l'État continue d'accompagner cet enfant parce qu'il faut que cet enfant-là vive. On est sous-peuplé. Voilà. Donc, des mesures de ce genre. Mais Monsieur le Président, des mesures de ce genre, on constate bien que c'est un ensemble de réformes, mais qui vont coûter très cher à l'État. Où est-ce que vous trouvez finalement les ressources, puisque votre plan prévoit la transformation de l'économie, et on sait que la transformation de l'économie, ce n'est pas en 5 ans que vous aurez les résultats. Toutes ces différentes charges que vous augmentez à l'État, où est-ce que vous trouvez les ressources? Mais j'ai expliqué tout à l'heure que la transformation de la gouvernance conduit à la transformation de l'économie, qui, elle, conduit à la transformation sociale. Et chacune des actions qui doivent être menées seront menées en séquence, les unes après les autres. Je ne suis pas insensé pour penser que nous allons mener toutes ces réformes le même jour. Mais nous avons un chronogramme que nous allons suivre. Et ce chronogramme va être guidé par la volonté politique que je suis en train d'exprimer ici aujourd'hui. Ça prendra combien de temps, Monsieur le Président? En 5 ans, c'est possible? Il y a des choses qui peuvent se faire en 5 ans. Il y a d'autres qui nécessiteront un peu plus que 5 ans, un deuxième mandat. D'ailleurs, après avoir fini le premier mandat, je solliciterai un deuxième. Et quand j'aurai fini avec le deuxième mandat, je dirai au revoir aux Gabonais et je me soumettrai aux choix qu'ils feront pour la suite. Alors, sur le plan social, puisque nous y sommes, et d'ailleurs nous y restons, Monsieur le Président, comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut parvenir à résoudre de façon définitive la question également des effectifs pléthoriques dans les salles de classe? Vous parlez de l'éducation, et d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, il serait judicieux que pour l'école, il y ait une véritable gratuité au Gabon. Mais comment faire pour résoudre, par exemple, la question des effectifs pléthoriques, le manque d'enseignants à l'intérieur du pays, dans certaines circonscriptions, par exemple, où jusqu'à ce jour, en année scolaire, parfois, il y a des enfants qui n'ont pas de classe parce qu'il manque des enseignants. La situation de l'éducation à l'intérieur du pays est un casse-tête. C'est un problème très grave. Moi, j'ai visité des villages où il y a un seul enseignant pour tout le village et il enseigne de la maternelle jusqu'au CM2, par exemple. C'est donc un vrai problème, c'est donc un vrai chantier. Mais j'ai constaté que les pays qui nous environnent, par exemple la Guinée équatoriale ou le Cameroun, qui ont des frontières communes avec les nôtres, ont réussi à résoudre ce problème. Et il est possible à un petit Camerounais d'aller à l'école, de la maternelle jusqu'en terminale, sans quitter son village. Bon, comme ce sont des pays qui ont des économies qui ne sont pas très loin de la nôtre, si eux, ils ont réussi, c'est que nous aussi, normalement, nous devons réussir. Maintenant, je comprends que ce n'est pas un problème qu'on va résoudre en 1 mois ou en 2 mois. C'est une politique qui va se mettre en place sur le moyen et sur le long terme. Mais déjà, ce qu'il faudrait, c'est renforcer la capacité des écoles dans les chefs-lieux de province. Et c'est pour ça que j'ai prévu, notamment, que l'on y construise des internats, pour permettre que, sans avoir à se déplacer trop, mais que celui qui est dans un village à 50 km, à 80 km, qu'il puisse néanmoins bénéficier du même niveau d'éducation, du même niveau de scolarisation que ceux qui sont à Libreville ou à Port-Gentil, Franceville, Oyem, qui sont dans les grandes villes. Oui, mais par la suite, Monsieur le Président, là, on parle là du cours secondaire. Il y a le problème de l'université. L'université Omar Bongo, qui est aujourd'hui, saturée, pour le dire simplement. Est-ce que vous prévoyez également des universités à l'intérieur des provinces ou quel est votre plan à vous? Alors, toujours le bilan. L'UOB construit en 1970 pour accueillir 8000 élèves. Aujourd'hui, ils sont 40 000. Donc, c'est un vrai problème. Mais c'est-à-dire, je jette comme ça parce que je suis ici pas pour parler du bilan des autres.
Hein, je suis ici pour présenter mon projet, mon programme. Mais il faut quand même reconnaître que ces gens-là ont un bilan qui est extrêmement faible. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on construise des universités à l'intérieur du pays. Pas simplement qu'on aille, par exemple, à Port-Gentil poser une première pierre. Okay, il faut poser la première pierre et puis ensuite il faut construire. Je suis d'accord avec ça. Vous construisez combien d'universités concrètement? Je n'ai pas compris la question. Vous construisez combien d'universités? Mais les universités se construisent sur la base des besoins. Aujourd'hui, nous avons une université qui a des effectifs pléthoriques. Commençons déjà à en construire une deuxième. Comme ça, on résout déjà un peu le problème de la surpopulation de cette université. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est que les grandes villes que nous avons dans le pays soient dotées d'universités et que quelqu'un qui a vécu toute sa vie à Port-Gentil ne soit pas obligé, par exemple, d'envoyer ses enfants à l'université à Libreville. Il doit pouvoir trouver le même type d'université dans une grande ville comme Port-Gentil. Ça me paraît évident. Cela m'amène à poser donc finalement la question de savoir, est-ce qu'on reste dans ce même système éducatif ou bien on met l'accent peut-être sur la formation professionnelle? Mais j'ai indiqué tout à l'heure que la formation professionnelle, nous ne pouvons pas y échapper. Pour une raison simple. C'est que si vous avez 100 enfants qui commencent ensemble à la maternelle, au moment d'arriver à l'université, il doit en rester peut-être 7 ou 8. Ça veut dire qu'il y a près de 90 qui se sont perdus entre-temps. Mais ces 90 ne doivent pas être perdus de façon définitive. C'est pour cela qu'on met en place la formation professionnelle qui leur permet d'être formés à très court terme, parce qu'il y a des métiers qu'on peut apprendre en 3 mois. Okay? Ils doivent pouvoir être formés en 6 mois, en 18 mois. Et puis, il doit y avoir des formations qui durent un peu plus longtemps en fonction des capacités de chacun. Mais l'objectif de la formation, c'est quoi? Les gens ne sont pas formés juste pour être formés. Les gens doivent être formés pour pouvoir ensuite entrer dans la vie active, avoir un travail qui leur permet d'avoir les besoins primaires pourvus. Et c'est ça que l'on recherche. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Si vous aviez un message à passer aux Gabonais, bien sûr en regardant votre caméra, peut-être dire à ces Gabonais pourquoi ils doivent voter pour vous. En fait, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que tous les 7 ans, aujourd'hui ça a été ramené à 5, la possibilité est donnée aux Gabonais de prendre leur destin en main par le fait de voter. Même quand on n'est pas militant, parce que je comprends que tout le monde ne puisse pas être militant, on a néanmoins la responsabilité de faire ce choix. C'est tous les 7 ans. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Quand on a raté ce choix, les années qui suivent sont des années difficiles. Je veux demander aux Gabonais de reprendre espoir. Que personne ne reste chez lui le 26 août. Que chacun exerce son choix en toute liberté, en son âme et conscience. Le vote est trop précieux pour être vendu. Pour 5 000, pour 10 000, pour 20 000, même pour 1 million. Chacun doit voter en son âme et conscience, en sachant qu'au travers de son vote, il détermine ce qui va lui arriver pendant les années qui vont suivre. Dans le cas du Gabon aujourd'hui, c'est dans le cadre des 5 années qui vont suivre. Je suis Mike Joktan, je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai un projet clair, j'ai une vision claire, j'ai un amour sans limite pour ce pays. J'ai fait le choix de consacrer le reste du temps qui me reste à vivre au service de mon prochain, au service de mon pays. Maintenant, servons le Gabon. Aidez-moi à servir le Gabon. Laissez-moi servir le Gabon. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le docteur Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain en République gabonaise. Dimitri Abourneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission en espérant retrouver bien sûr les téléspectateurs lors d'un autre numéro de l'émission 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. Au revoir.